Je me présente, donc je suis Didier Joliot. Je vais vous présenter donc un atelier qui s'intitule « Spécifier pour tester mieux et plus vite ». Alors je sais bien qu'on est dans une conférence sur les tests, mais le problème de la spécification est indissociable du problème des tests. Si vous avez une mauvaise spécification, vous aurez beau bien tester, c'est-à-dire répondre à ce qui est demandé, mais vous n'arriverez pas à satisfaire l'utilisateur. Je pense que tout le monde est convaincu. Et ce qui est demandé, c'est pas de féliciter le développeur ou ne pas le féliciter. Le problème n'est pas là. Le problème, il est essentiellement de satisfaire l'utilisateur. Je suis en école de commerce, c'est parfait. Je crois que les gens comprennent bien. Donc, le but de ma conférence, c'est d'expliquer toute l'importance d'une bonne spécification et de vous montrer qu'il y a nécessité donc de rendre cette spécification claire, non ambiguë, complète, avec toutes les bonnes caractéristiques qui font que, effectivement, vous n'aurez pas de soucis, ou vous aurez moins de soucis pour avoir un produit de qualité, et puis donc pour que le développeur, lui, de son côté, soit confortable. Deux mots pour savoir qui je suis. Je me présente. Donc, j'ai commencé ma carrière comme responsable, enfin, après avoir été développeur. J'ai été donc responsable de la certification des logiciels embarqués Airbus. Ce qui veut dire que zéro faute. Pas moyen de dire on fait l'impasse sur certaines choses. Il faut que l'avion il vole correctement. Vous êtes utilisateur, vous savez ce que ça veut dire. Pas besoin de faire des dessins. Ensuite, j'ai fait un certain nombre de logiciels critiques, nucléaires, sous-marins, missiles, et encore d'autres choses, je ne me rappelle plus, des fusées, etc. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, j'ai changé complètement d'activité, enfin, de domaine. J'ai travaillé dans le domaine des banques et des assurances. Et là, j'ai fait des très gros projets bancaires dans à peu près plus de la moitié des grandes banques françaises que vous connaissez. Et des mutuelles d'assurance aussi. Voilà. Donc, je voulais vous dire aussi dans la présentation quelques préalables. Quand j'étais responsable donc souvent de la spécification et donc de la validation, de la conception des tests de tous ces grands projets que je viens de vous citer. Et donc, je passais à peu près 70% sur la spécification, à travailler avec les utilisateurs pour être certain que la spécification avait toutes les bonnes caractéristiques que j'ai citées. Et je passais 30% de mon temps. Une fois que tout était clair, c'était beaucoup plus simple de faire les tests. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite, je vais vous parler surtout, quand même, il faut que je le précise, des tests et de la spécification et des tests du point de vue des métiers. Je ne prends pas vraiment ici, ce n'est pas une présentation sur des tests informatiques IT sur de la technique. C'est vraiment ce qu'attendent les utilisateurs, les fonctionnalités. C'est des tests fonctionnels. Je le mettrai quand même à part un domaine que je ne traite pas. C'est le domaine donc de tout ce qui est Big Data et IA. Moi, je vais vous parler de parcours métier, si vous voulez, de process, appelez ça comme vous voulez. C'est mon sujet. Comment on teste ça? Ensuite, je précise encore en préalable qu'il s'agit donc d'automatiser ou non les tests. Je suis en amont de ce problème. Je dis quels sont les meilleurs tests qui coûtent les moins chers, si je puis dire, mais qui sont les plus pertinents vis-à-vis d'un produit qui peut contenir des milliers, voire des millions de tests. C'est ça mon sujet. Comment fait-on pour effectivement les trouver? Mais après, que vous les automatisiez ou que vous les automatisiez pas, ce n'est pas le sujet de la conférence. Vous pouvez poursuivre ensuite le résultat. Je vais juste aborder un petit peu en 50 minutes, on n'a pas beaucoup de temps, le problème. Et puis, vous faites après, effectivement, vous allez voir des automaticiens des tests et ils vont vous automatiser ça. Ensuite, encore en préalable, mais c'est important, c'est quel que soit le niveau d'abstraction. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, on fait par exemple de l'agile. Alors, j'ai fait de l'agile, j'ai fait du cycle en V.
S'il y a des gens qui ne comprennent pas dans la salle, vous me faites signe, hein, je ferai un petit aparté. Et donc, on peut très bien vouloir tester, avec la méthode que je vais vous montrer, ce qu'on appelle des user stories, des petites fonctionnalités qui doivent être implémentées, on va dire ça comme ça, hein, on ne va pas faire de la théorie, mais il faut le savoir, jusqu'à des tests de bout en, ce qu'on appelle de bout en bout. Quand, par exemple, je fais les tests de bout en bout de la vente multicanal pour le Crédit Agricole, chaque test, c'est 150 US qui sont traversés. Donc, est-ce que c'est raisonnable? Qu'est-ce que ça apporte? Je vous expliquerai après. Je veux vous montrer qu'il faut choisir donc les tests les plus pertinents à partir d'une spécification qui est rigoureuse et bien structurée. Et donc, mon idée, c'est que on a peu de temps. Ça coûte les tests, même si on automatise. Hein. Même si on automatise, il y a un coût à l'automatisation des tests. Alors après, que ça soit rentable et qu'il y ait un retour sur investissement, j'entends bien. Mais si vous faites, je ne sais pas, même, je sais pas, 504 tests, bon, il faut être certain quand même qu'il n'y ait pas des trous dans la raquette. Et donc, mon souci, c'est de savoir si vous avez bien utilisé votre temps et votre argent. D'autre part, pour les gens qui me disent, oui, mais on automatise, c'est tant mieux, etc. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un coût, et puis il y a un coût écologique aussi aujourd'hui, parce qu'il y a du temps machine qui tourne. Donc, pour moi, la solution n'est pas de toujours aller vers l'expansion du nombre de tests que l'on va faire, automatiser, etc. Comme je le disais, en plus, il y a vraiment des centaines de milliers de tests, hein, si on voit vraiment un gros système. Hein. Voilà, et tout ce que je termine mon préalable, tout ce que je vais dire, c'est aussi bien valable pour le cycle en V que pour l'agile. Et en fait, c'était vraiment des préalables importants. L'agile, c'est un cas particulier et un peu plus complexe. Enfin, il y a des choses à dire. J'en parle un tout petit peu à la fin. Alors, j'avais prévu donc, et comme on n'est pas nombreux, peut-être que ça marchera, de faire un atelier. C'est-à-dire, c'est pas un cours théorique, c'est s'amuser ensemble sur un sujet. Mon projet, c'est de faire de manière ludique, donc, de faire un voyage en France, de découvrir la France. Je pense que tout le monde comprend. Et donc de voir comment on peut expliquer ça entre un besoin utilisateur et les gens qui doivent préparer donc les différents trajets pour l'été qui arrive 2024. Alors, première étape, vous avez les régions de France. Hein, tout le monde les connaît, n'est-ce pas? Donc, l'idée, c'est de définir le périmètre du projet, n'est-ce pas? Donc, la première chose à faire, c'est de dire il faut décider pour l'été prochain d'un certain nombre de régions et d'un certain nombre de trajets qu'on voudrait faire. On est au niveau le plus haut du projet. J'ai pris la granularité de la région. Ouais, c'est vaste encore. Je vais traiter que la problématique interrégion. C'est-à-dire, c'est l'équivalent, pour essayer de vous expliquer, c'est l'équivalent d'un test de bout en bout dans un produit, un logiciel qui aurait des grandes fonctionnalités. Au point de départ, je ne sais pas si c'est de l'agile ou si c'est un cycle en V, donc c'est équivalent. Il n'y aura pas de problématique agile ou cycle en V. On choisit un certain nombre de régions, et puis en fonction, si c'est de l'agile, en fonction de la valeur de ces régions, et puis on va décider de comment on peut passer d'une région à l'autre, etc. Je vais tout de suite vous dire, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et puis par expérience, qu'on a besoin d'avoir encore des tests de bout en bout en agile. Je suis désolé, mais je peux choquer certains, mais c'est pas en testant, même s'il faut le faire, hein, ça je ne discute pas du problème, hein, même s'il faut faire des user stories et tester les user stories, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas quand vous aurez testé tous les user stories que votre produit marchera.
Parce qu'il y a certains domaines, alors si finalement vous faites une application qui est très intuitive, j'allais dire, là peut-être qu'effectivement ça sera simple, mais si vous êtes dans certains domaines, comme j'ai fait, l'aéronautique, domaine bancaire, dans le domaine de la bourse par exemple, je peux vraiment vous dire que c'est pas parce que vous avez réussi une user story que ça va marcher dans l'ensemble. Prenez Starship, là, la fusée de Elon Musk, elle a explosé la dernière fois. Je suis sûr que c'est encore un problème de mauvaise intégration. Donc, il faut continuer à faire ce type de test parce que une des raisons, je dis, c'est souvent que on veut la satisfaction utilisateur et pas seulement vérifier que le code est correct par rapport à la spécification. Pour moi, je me situe aussi dans la problématique de dire qu'il faut que la spécification soit correcte par rapport aux besoins. Donc, première étape, vous choisissez. Là, bon, je vais aller vite. Hein. Il faut que j'aille vite parce que à 17h50, je libère la salle et on a commencé avec 10 minutes de retard. Donc, normalement, vous devez faire de l'analyse de la valeur et choisir des critères de valeur pour dire quelles sont les régions qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez très bien décider que la région, c'est très intéressant de regarder la météo, s'il y a des visites, beaucoup de visites à faire, etc. C'est une première principe de valeur. Le deuxième principe, c'est le budget. S'il y a beaucoup de visites à faire aussi, votre budget va descendre et peut-être que vous n'arriverez pas à faire toutes vos vacances dans les régions que vous avez souhaitées au départ. Donc voilà, il faut décider de la valeur et le périmètre de projet et trouver des priorités. Je fais vite parce que donc c'est pas tout à fait le sujet. Je vais arriver au test, je vais arriver aux spécifications et en final, je vais arriver au test. Donc, on n'a pas trop le temps. Vous pourrez vous amuser vous avez un calepin devant vous, de faire ce que je vous demande. C'est-à-dire, vous essayez un petit peu de travailler, on va le faire comme ça, parce que sinon, il faudrait faire des groupes. Je m'adapte un petit peu au public. Donc, normalement, on va donner de l'argent. J'ai prévu des post-it et tout, on met de l'argent. Suivant les sponsors, il y a plus ou moins d'argent. Mettons qu'il y a 2 sponsors, il y a un sponsor avec 1 000 € et un autre sponsor avec 500 €. Et puis, j'avais prévu des tickets à 50 €. Et vous mettez sur les différentes régions, c'est une méthode, peu importe, hein, qui permet de détecter quels sont les meilleurs périmètres pour votre projet. Donc, on va pas le faire. Faites, si vous voulez vous amuser, vous pouvez choisir un certain nombre de régions. Il faut les limiter. Dans la spécification, on va faire progressivement une description des besoins, si vous voulez, progressive. Donc, on est tout à fait en amont du projet. Les grandes fonctionnalités, il faut les décomposer toujours dans un nombre de fonctionnalités autour de 7. 7 plus ou moins 2. Ça correspond à ce qu'on appelle la loi de Miller, MI2LER. Et par expérience, je peux vous dire que c'est déjà pas mal. Après, il y a beaucoup d'interactions et plus on est à élever, et plus en fait il y a des possibilités d'interaction. C'est ce que nous allons voir. J'insiste sur et vous allez voir que toute la démonstration là, que je vais vous faire, toute la présentation d'une bonne spécification, c'est pour vous montrer que la fonctionnalité qu'il a consiste à passer en interrégion, visiter une région, passer une autre région. C'est d'une part dire que le projet, les trajets, ce n'est pas qu'une somme de sous-fonctionnalités. C'est-à-dire, quand je teste mes vacances, je ne teste pas simplement que j'ai bien été dans les trajets de la Bretagne, par exemple. C'est plus, quand on dit un système, c'est plus que la somme de ses parties, souvent les gens disent, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je vous donne 2 réponses. C'est d'une part un système des sous-fonctionnalités, donc là, c'est une région. Deuxième chose, c'est des interactions entre ces sous-fonctionnalités. Et c'est vraiment le but, là, on va expliquer comment on explicite des interactions entre 2 fonctionnalités qui ont déjà été testées. Je remonte d'un niveau
et j'arrive au plus haut niveau, de bout en bout. Pourquoi je fais des tests de bout en bout? Il y a un point sur lequel il y a un troisième point qu'on pourrait citer, mais c'est comment je fais pour remonter un test qui a déjà été fait au niveau supérieur, mais je ne vais pas trop insister sur le sujet. Donc normalement, vous choisissez, j'ai dit 6 régions par exemple. Alors, la méthode, on peut le faire en atelier agile, hein, par exemple, ça marche bien. On va commencer par dire, mais quelles sont parmi ces 6 régions, comment vous voyez le circuit entre ces régions? Alors, il existe des modèles IT, je dirais entre guillemets IT. Le problème, c'est qu'en fait, les gens, moi je parle avec des gens métiers, des banquiers, des choses comme ça, plus c'est simple, mieux c'est. Donc, ça n'a rien de péjoratif. Ils ne veulent pas voir des sigles, un nouveau langage graphique, etc. Faites simple. Donc là, je mets par exemple 3 régions. D'une part, donc la Bretagne, d'autre part le Grand Est et d'autre part la Corse. Et là, je le demande aux utilisateurs, aux gens qui veulent partir, bon, vous êtes à Lille, quelle est la première région que vous voulez visiter? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Quelle a le plus de valeur? C'est la Bretagne. Donc, ils vont aller en Bretagne. Et après, je leur dis, mais quelles sont les possibilités d'aller d'une région à l'autre? Donc là, ils vont répondre, par exemple, cela dépend du Grand Est, peut-être, ou la Corse. C'est ce qu'on appelle une transition. Il y a une possibilité d'aller entre ces 2 régions, donc Bretagne, Grand Est, ou bien, suivant d'autres conditions qu'on pourra expliciter dans la spécification, vers la Corse. Très bien. Quand on fait ça, en réalité, si on réfléchit bien, c'est pas venu naturellement, hein, c'est des années d'expérience, etc. C'est qu'en fait, il y a dans une transition 2 choses. D'une part, les conditions qui dépendent de façon inhérente à la région, à la grande fonctionnalité qui était en amont. Par exemple, je pars de la Bretagne, qu'est-ce qui s'est passé en Bretagne et qui sort, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail de ce qui se passe dans la Bretagne, mais qu'est-ce qui apparaît qui permet de dire, bon, je sors de la Bretagne avec telle et telle condition. Et puis d'autre part, il y a des conditions qui sont purement contextuelles. Au moment où je sors de la Bretagne, je considère un certain nombre de choses. Par exemple, la météo. C'est évident que peut-être que si la météo était mauvaise en Bretagne, j'ai tout intérêt que si la météo est bonne en Corse, ça allait en Corse. Si on prend cet exemple. Donc, plein d'autres possibilités. Donc, quand vous faites déjà, vous posez la question aux utilisateurs de savoir comment ils peuvent aller d'une région à l'autre. Il faut déjà réfléchir à ces conditions en séparant le résultat d'une sous-fonctionnalité et les contextes, les conditions indépendantes de la région ou enfin, de la sous-fonctionnalité en amont. Vous pourriez réfléchir, on n'a pas le temps, l'atelier devrait durer plus longtemps, pour jouer le jeu. La deuxième chose, c'est une transition. Parce que, bon, c'est bien pratique, là, on est sur des régions, des cartes touristiques, c'est bien, la notion de carte vous fait évidemment penser à la notion de route. Et donc, quand on dit qu'on a une transition d'un point A vers un point B, il y a donc matière à distinguer dans une transition des routes, c'est-à-dire des catégories, 2 catégories pour aller d'un point A à un point B. Donc pour aller par exemple de la Bretagne vers le Grand Est, je peux être amené à dire que ben, je suis intéressé d'y aller par autoroute via Paris, ou bien je suis intéressé en évitant Paris et en prenant éventuellement des nationales. Donc c'est 2 manières de faire. Et quand on a des logiciels, ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est courant, ça c'est pas forcément courant. Et moi je le préconise dans la méthode de le faire quand c'est nécessaire, et donc il n'y a pas tout le temps nécessaire, hein, de mettre des routes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails,
Vous allez voir après. Ensuite, sur ces routes, vous voyez que je structure ma spécification sur ces routes, il y a ce qu'on appelle des alternatives. Alors, pour trouver les alternatives, il y a deux méthodes. Soit vous faites, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous distinguez les résultats et vous distinguez les différentes conditions, la météo, les connaissances. Tiens, dans le Grand Est, j'ai une connaissance qui pourrait nous loger, etc. Il y a des conditions qui font que je préfère aller vers le Grand Est. Et je combine en fait les résultats de la Bretagne avec des possibilités contextuelles. Et ça me donne des alternatives. Définition d'une alternative. Une alternative, c'est un ensemble de conditions qui sont vraies simultanément. Et les alternatives se trouvent sur une route. Et chaque alternative est mutuellement exclusive avec une autre alternative. C'est un peu compliqué. Soit, deuxièmement, hein, les alternatives sont assez évidentes. Prenons cet exemple. Vous êtes en Bretagne. Première condition, si je puis dire, faire simple, hein, je simplifie pour que tout le monde comprenne. Je me dis, bon, soit j'ai du stress, soit j'ai pas de stress au moment où je sors par Nantes. Parce que c'est une des conditions, je peux sortir de la Bretagne par Nantes ou par Rennes. Mais si je sors par Nantes, le stress importe. Parce que où j'ai envie d'aller vite ou j'ai pas envie d'aller vite. Et donc, mais je veux éviter Paris, par contre, à tout coup. À tout coup. Donc, vous pouvez dire, là je l'ai fait d'une manière un peu rapide, soit pas de stress et je suis en sortie de Nantes et je veux visiter 2 châteaux. C'est une condition pour aller vers le Grand Est. Ou mutuellement exclusif, c'est là qu'il faudra vérifier, je peux avoir du stress, je sors de Nantes et je prends l'indice. Troisième possibilité, troisième alternative, je peux sortir de Rennes, je prends Le Mans-Orléans. Donc, dans une spécification de système d'information que donnerait l'utilisateur, on pourrait mettre des textes un peu plus léchés, hein, je ne vous dis pas. Et surtout, vérifier, enfin, je ne fais pas tout le cours qui durerait 2 jours, hein, sur la façon dont on présente, on peut faire du texte avec ça. Et faire attention qu'on manipule des informations, on fait des systèmes d'information. Donc, si par exemple je mets une condition sur la catégorie du client est égale à A, faire ceci, vous avez tout intérêt à ce que vous ayez défini catégorie du client. Je dis ça parce que ça me rappelle une anecdote. Par exemple, dans un grand système bancaire, Lille, vous étiez impliqué d'ailleurs, parce que j'avais toutes les régions de France, et les gens de Lille parlaient de catégorie de clients, les gens de Bordeaux parlaient de type de client, et les gens à Paris parlaient de famille de clients, par exemple, pour dire la même chose, ou pour présenter que famille n'avait pas la même signification à Lille qu'à Bordeaux. Et on s'est rendu compte des problèmes. Malheureusement, il y a eu des codes de développés, des choses comme ça, sur des croyances et sans avoir bien défini chaque terme. Donc là, il y aurait nécessité de bien préciser chaque terme de quoi on parle. Donc là, nous avons vu qu'il y a une grande transition, qui est la flèche, la possibilité d'aller d'une région à l'autre. À l'intérieur, il y a des routes, et chaque route est ponctuée de 3 alternatives, qui sont elles-mêmes subdivisées en conditions, en affirmations. C'est à ce moment-là que vous devez vérifier, en faisant ce genre de schéma et en faisant ce genre de texte, de la complétude de ce qui se passe quand vous sortez de la Bretagne. Est-ce que vous avez toutes les conditions sur une route ou sur une autre route? Parce que ça peut être toutes les combinatoires qu'il y a de sortie de la Bretagne. Est-ce que c'est tout? La réponse, non, je n'ai pas terminé. En spécification, vous avez ensuite des options possibles, c'est rare, mais ça peut arriver, des options possibles dans chaque alternative. On a dit visite de 2 châteaux, on n'a pas précisé. En fait, on découvre
que parfois une affirmation donnée par l'utilisateur révèle une macro-affirmation, une macro-condition qui en fait, du genre, par exemple, je choisirai Chenonceau ou Cheverny pour le premier château, et la deuxième visite, je choisirai entre Chambord et Blois. C'était donné, exprimé en une phrase, visite de 2 châteaux, mais en fait, derrière, sous-jacent, il y avait en fait 4 options. Les options Chenonceau, Chambord, Chenonceau, Blois, etc. Les 4 possibilités de croiser. Donc, vous voyez que ça complexifie encore le nombre de tests. On commence à parler de tests, le nombre de combinatoires, si vous préférez, entre les éléments. Donc là, je fais le schéma. On peut faire les 4 possibilités, les 4 sous-routes, si vous voulez, ou départementales. J'ai presque terminé. Quand vous dites « je veux visiter un château », pour vous, ça paraît évident en tant qu'utilisateur ce que ça veut dire. Mais en réalité, on va dire l'utilisateur, il se présente devant les guichets. Il va visiter effectivement le château. Donc, ça correspond à ce que veut l'utilisateur qui a dit « je veux visiter un château ». Sauf qu'il y a des possibilités différentes. Je peux visiter le château, par exemple Chambord, avec ou sans audioguide, avec ou sans jardin. Et là, encore, si on descend, si on creuse le sujet, vous apercevez qu'il y a des conditions internes à la visite du château qui fait que vous ne paierez pas le même tarif. Ça joue sur votre budget. Et le budget joue sur la relation qu'il y a possible dans les trajets interrégions. Vous voyez, donc il y a un lien entre tout ça qui fait que bon, vous avez tout intérêt à bien comprendre les relations qu'il y a, les règles, les systèmes de règles qu'il y a dans un grand système. Ce que j'ai fait, dans les temps, il me reste 10 minutes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de ma spécification de système, ça n'a intérêt que pour les grands systèmes, enfin pour les systèmes qui sont très imbriqués. Quand vous faites une fonctionnalité, il y a des impacts sur d'autres fonctionnalités. Si c'est pour faire des fonctionnalités qui sont individuelles, dans un site internet, je présente l'entreprise, je présente les objectifs de l'entreprise, il n'y a aucun lien, il n'y a aucune interaction. Donc là, bon, c'est sûr que c'est simple. Mais dans les vrais systèmes, enfin, je veux dire par là où il y a vraiment beaucoup d'interactions entre les fonctionnalités, je vous assure que c'est compliqué. Il faut voir ce qu'on appelle des analyses d'impact, des analyses pour voir ce que veut l'utilisateur et voir si on a raison de faire de cette manière. On appelle ça donc un dendrogramme. Un dendrogramme, c'est une structure hiérarchique de la spécification qui fait qu'on prend un problème et qu'on le décompose en sous-problèmes, etc. Ce que vous devez retenir, c'est que notre spécification de notre programme qui visait à faire donc des trajets durant l'été dans 6 régions de France, j'aurais pu vous présenter qu'on faisait la même chose, la même représentation. Je le fais dans mes cours, je m'amuse à faire à Dordogne, mais ça ne change pas grand-chose, en faisant une ville. Je prends le plan de la ville de Sarlat, dans Dordogne, et puis je dis, ben voilà, faites une visite de Sarlat. C'est petit, Sarlat, c'est rien par rapport à l'ensemble du projet de tout l'été où vous faites plusieurs régions. Si, c'est rien. Mais n'empêche qu'il faut quand même que ça soit réussi, hein, bien entendu, la visite. Donc, vous pouvez utiliser la méthode. Donc là, ça serait l'équivalent d'une fonctionnalité la plus élémentaire. Au-dessus de la ville, vous avez la région, qui est la visite inter-ville, enfin de la ville et de qu'est-ce qui se passe en sortant de la ville. Je ne vais pas refaire l'intérieur de la ville, je l'ai déjà testé. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme condition en regardant les sorties, si je puis dire, l'état du système après avoir visité la ville, voir éventuellement le contexte
à l'instant où je quitte une ville pour aller vers une autre ville, et je fais la même chose donc entre les villes. Et après, vous avez le test de bout en bout qui va permettre de vérifier si on n'a rien oublié en faisant des tests de plus haut niveau. Ça, c'est donc une vue hiérarchique de votre système qu'il va falloir faire. Et vous avez bien compris qu'en réalité, j'ai décomposé la représentation de la spécification suivant un certain nombre de concepts. Je vous la fais simple parce que je l'ai fait pour que tout le monde comprenne. Donc, on a des transitions. À l'intérieur, on a des routes, des macros alternatives, des routes. Sur une route, vous avez des alternatives. C'est la même chose pour un logiciel. Vous pouvez cartographier un logiciel de cette manière, je vous l'assure. Vous avez à l'intérieur d'une alternative des options, histoire des châteaux, et vous avez la possibilité, ça on est plus au niveau de la donnée ou de la règle de gestion qui est interne à la plus petite fonctionnalité que vous avez. Ouais, la visite, pas du château. Vous avez la même chose. On a dit que c'était la même représentation, mais à un niveau de granularité différent. Mais vous avez la même chose, à tous les niveaux. Je vous ai représenté, je viens de vous présenter, je suis en train de présenter une vue descendante. C'est vrai, mais elle est un peu trompeuse. C'est-à-dire que, normalement, pour que le modèle, la représentation, la cartographie du logiciel, son utilisation de vision d'indographe, là, on fait une première version peut-être descendante, mais c'est surtout remontante. Parce que c'est quand je sais exactement ce qui va se passer dans une ville que je peux aller voir ses impacts au niveau d'une région, etc. Donc, c'est pas tout à fait juste de vous présenter qu'on fait un modèle de haut en bas. C'est plutôt l'inverse. Bon. Deuxième remarque, en horizontal, j'ai mis des chiffres qui est le nombre de tests. Si on avait eu le temps, je vous aurais demandé sur un papier de faire un petit dessin, un petit crowbar, et puis de votre projet. Et comptez sur votre projet le nombre de transitions. Il y en a par exemple 5. Mais comme il y a plus de routes que de transitions, puisqu'elles sont internes aux transitions, vous allez avoir 6 routes, 6 macro-alternatives. Ensuite, vous avez 15 alternatives, parce qu'il y a... J'ai mis 3 alternatives sur une seule route, par exemple. Donc, ça augmente. 20 options, 40 possibilités. Ce qui n'est pas idiot. Hein. Et alors, quand vous êtes au niveau le plus bas, c'est un peu parfois, vous avez des choses très simples, enfin qui paraissent simples, avec beaucoup de combinatoires. C'est des règles de gestion, par exemple, comment il faut rembourser dans une mutuelle d'assurance qui a un sinistre. Je peux vous dire que ça dépend de 36 000 choses. Alors, je sais bien qu'on va faire de l'agile, j'entends. Il n'empêche que même dans l'agile, il ne faut pas se tromper. Il y a parfois de la combinatoire, je suis désolé. C'est la vraie vie, parce que la vie est complexe. Dernière chose, parlons juste pour conclure sur l'agile. Sur l'agile, donc, la problématique, ça va être aussi non seulement de tester les nouveautés, mais de tester la non-régression. Tout le monde est capable, si je pose la question, donnez-moi la définition de la non-régression, les gens sont capables de me donner de dire oui, bah c'est facile, il faut repasser des tests pour voir si effectivement ça marche encore. Le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'outil de presse-bouton partant d'un système à un instant T, je fais une évolution, je casse des choses, j'ajoute des choses nouvelles, j'ajoute pas seulement des fonctionnalités, je casse des transitions, des alternatives, etc. Et je veux m'assurer que ça marche encore. Enfin, que certaines choses qui doivent marcher encore continuent à bien marcher. Et ça peut se faire avec ce que je présente. Je ne dis pas comment, mais ça se fait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas connu. C'est par expérience qu'on arrive à faire ces choses-là. Donc, par exemple, en 2025,
l'utilisateur, il décide de refaire la présentation donc de son projet. Un an s'est passé, il a vu un certain nombre de châteaux, il y en a qui décident de ne pas visiter certains châteaux, d'autres de les revoir, mais cette fois-ci avec un udo guide, donc on change une règle de gestion, etc. Je supprime l'alternative Rennes, on ne paie pas d'aller par Rennes, ce n'est pas ce que je voulais. Donc on modifie le modèle, et l'idée en fait c'est d'avoir un système qui me permettrait de dire quelles sont les possibilités de trajet qui étaient valables en 2024 et qui seront encore valables en 2025. C'est ça un test de non-régression. Et ça, on peut y arriver, mais en ayant de la rigueur, en ayant un principe pour noter nos cartes, pour dire simple. Donc, j'en suis à ma conclusion. Ouais, c'est bien. Je suis à l'heure. Donc, j'ai essayé de vous expliquer qu'une spécification rigoureuse, c'est le meilleur moyen quand même d'aider le développeur parce qu'il va comprendre chaque terme, il n'y aura pas d'ambiguïté. On utilise un langage naturel, mais entre guillemets bridé. C'est-à-dire que la logique, par exemple, et les ou sont d'une certaine manière. Vous voyez. Après, bon, vous voyez, j'ai quand même une façon de faire. À la cartographie, on ne fait pas une carte Michelin ou autre, n'importe comment. Les rouges en national sont en rouge, etc. Il y a des règles. Tout le monde peut lire une carte. Oui, mais il a fallu quand même un jour donner un certain nombre de... Même si vous avez aujourd'hui, c'est plus la carte, c'est Waze. J'étais hier avec Waze. Bon, ben, qu'est-ce que c'est que cette icône? Ah oui, il faut que je sache que c'est un radar. Ouais, ben, ils ont décidé d'un radar, de représenter un radar. Donc, ça veut dire que la notion de cartographie peut être simple pour l'utilisateur à condition de connaître un certain nombre de choses. C'est ça que je veux apprendre. Une spécification peut être rigoureuse, vérifier la complétude et vérifier les impacts. Pas dire que ce que donne l'utilisateur, c'est forcément bon. Ça aussi, partir sur un développement alors que vous avez des possibilités d'erreur de l'utilisateur, ça c'est rarement quelque chose qu'on vérifie. Ensuite, je ne vous ai pas fait du cours, et pourtant il y a des choses à dire, par exemple par rapport à l'agile. En agile, on croit que bon, c'est facile, la user story, tout le monde parle user story, sauf que, je suis désolé, normalement, il y a une définition de la user story, et il y a beaucoup de gens qui font des user story qui ne sont pas des user story. Et ça joue sur les tests de non-régression. Ça, c'est pour les gens qui font de la technique un peu. Hein. Je comprends que pour les gens en métier, ça peut peut-être ne pas parler, mais juste pour dire que, bon, on parle de l'agile, mais le faire bien, c'est autre chose. Donc, je répète mon message, si vous faites une bonne spécification, elle sera facilement testable parce que, en fait, le test consistera à bien parcourir les cartes. On l'a vu, avec des choses qui sont imbriquées les unes par rapport aux autres. Si vous n'avez pas testé un détail, il faut au moins avoir testé l'ensemble de ce qui se passe avant de passer au détail. Je n'ai pas parlé aussi dans le cours, je n'ai pas eu le temps, dans la présentation de l'atelier, des priorités. Vous pouvez prioriser, bien entendu. Je vous ai montré que, c'était dans le transparent précédent, vous pouvez utiliser une carte, quel que soit le niveau de maille. Une carte MapMonde, une carte de France, une carte de région, une carte de ville. On a vu la notion d'endogramme, la notion de structuration et de hiérarchisation. On a parlé des priorités. Et enfin, je termine par là. On parle des tests en agile en disant que c'est à la fois, c'est un peu paradoxal ce que je dis, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Plus simple parce que normalement, vous avez des fonctionnalités qui sont plus simples puisqu'on casse une fonctionnalité en itération en disant, bah, au lieu de faire la fonctionnalité cycle en V, pour les gens qui connaissent, en une fois, qui contiendrait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 250 règles de gestion, on va faire des user stories, on va casser, et donc ils contiendront par exemple 10 fois 25 règles de gestion. Donc a priori, c'est plus simple. Par contre, le problème de la non-régression devient plus prégnant
Parce que c'est quelque chose qu'on demande en Agile, comme on livre et on teste en même temps, enfin, juste après, ça devient un vrai problème. Et souvent, les gens ne savent pas faire, ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas les moyens de trouver la non-régression facilement. En utilisant une carte avec des symboles, avec des choses simples, simples, je ne parle pas d'hébreu, je peux vous assurer, eh bien, vous avez moyen de faire de l'analyse d'impact. Voilà, j'ai fini. On est à peu près à l'heure, vous avez jusqu'à -10. Il reste 2 minutes pour les questions. Moi, je fais des formations sur l'agilité, sur la stratégie du système d'information, l'analyse de la valeur et sur la spécification et la conception des tests, notamment donc vu de ce qu'on appelle un product owner, essentiellement, même s'il y a des choses que les développeurs peuvent réutiliser, mais c'est quand même la vision métier avec lesquelles j'ai travaillé longtemps et qui m'intéresse. Je vous remercie de votre écoute et je suis prêt à répondre à vos questions. C'est clair? Donc j'insiste dans mon message, c'est bien de faire de l'automatisation des tests, mais si vous faites n'importe quoi en automatisation des tests, c'est pas souhaitable. Vous allez perdre de l'argent, on est bien d'accord là-dessus. Il faut donc faire de bonnes spécifications et bien vérifier ces spécifications. Je peux vous assurer que pour avoir travaillé, je l'ai dit en entrée pour Airbus, on a travaillé énormément les spécifications pour réussir ce qu'on a réussi à faire. Airbus est un succès. C'est peut-être l'un des seuls succès européens, je dirais, qui demeure avec le temps, parce qu'on a travaillé les spécifications et qu'on sait ensuite générer les tests automatiquement. Eh bien, c'est faisable aussi en gestion, puisque je suis passé du monde industriel au monde de la gestion. Il faut simplement le vouloir et comprendre et de voir son intérêt. Bonjour Julien Maire, j'ai une petite question dans ta présentation. Bon, on l'a vu, mais j'aimerais que tu précises dans le cadre agile la notion de spécification, exigence, épique et que tu amènes un petit peu justement parce que souvent on a tendance à confondre une épique avec une spécification, etc. Tout à fait. J'ai juste le point 2. Je n'ai pas voulu aborder ce problème théorique, mais c'est un vrai problème théorique. Les gens confondent une épique qui est une évolution du produit avec une fonctionnalité qui est ce qu'est le produit. Vous voyez ce petit appareil, il est là. Pouvez-vous me dire s'il a été fait en agile ou en mode traditionnel, en une fois? Personne ne peut le dire. Or, j'ai ce bouton à gauche. Retour. J'ai 2 fonctionnalités que je viens de vous présenter. Le bouton à gauche et le à droite. Ce sont 2 fonctionnalités. Je ne sais pas comment ils ont été fabriqués. Et je dois tester que ce produit, il fonctionne, quelle que soit la démarche utilisée en développement. Donc, il y a la notion de fonctionnalité, le produit tel qu'il est. La notion d'artefact, c'est la notion d'évolution de cette fonctionnalité pour le développement de ce produit. Et vous avez la 3e notion, ce qui est la notion d'exigence. Ça aussi, qu'est-ce que c'est qu'une exigence? En particulier, je vous ai dit qu'un système, c'est plus que la somme de ses parties. Donc, c'est plus que la somme, quand j'ai 3 fonctionnalités, que je les intègre ensemble, j'obtiens une plus grosse fonctionnalité qui est plus que la somme des 3 fonctionnalités qui la composent. Donc déjà, la notion d'exigence repose sur dire, par rapport à la grande fonctionnalité, les 3 petites fonctionnalités sont des exigences de la grande. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a des interactions, ce que j'ai montré, des transitions, j'ai parlé de routes, j'ai parlé, etc., entre ces fonctionnalités.
Et puis, j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas eu le temps de vous parler de comment, c'est une notion aussi dans les exigences, comment je fais pour, une fois que j'ai testé une fonctionnalité, comment je l'intègre, qu'est-ce qu'il me faut pour que j'intègre dans la grande. Mais j'ai pas eu le temps. C'est très lié aux notions de résultat de la fonctionnalité. D'autres questions? En tout cas, merci de votre écoute. Passez une bonne soirée. J'espère que vous avez appris quelque chose.